Bonjour, bienvenue à un nouveau chapitre des cours d'histoire. Donc, on s'est quitté la dernière fois avec l'Art nouveau et on a fait le survol là, des grandes réalisations. Il y en avait en France, il y en avait en Belgique, il y en avait à Vienne, il y en avait à Barcelone. Et là maintenant, on traverse l'océan, on arrive en Amérique du Nord parce qu'il va se passer quelque chose d'assez important euh, aux États-Unis, principalement à Chicago, d'où le titre du chapitre, l'école de Chicago, Chicago School. Puis pourquoi? Bien parce qu'on va développer finalement les principes de base pour faire des gratte-ciels. C'est vraiment en Amérique du Nord que le gratte-ciel a pris son envol, sans faire de mauvais jeu de mots. Alors, école de Chicago, qu'est-ce qui se passe de particulier? Ben, Chicago est vraiment à un endroit névralgique aux États-Unis. C'est sur le bord du lac Michigan. Donc, on est à la frontière avec le Canada. Il y a vraiment un hub de lignes de chemin de fer. Il y a beaucoup de trains qui arrivent, qui viennent se rencontrer à Chicago. Donc, beaucoup de place pour de l'échange de marchandises. Une ville qui est en essor économique à un point tel que, juste pour vous donner un ordre de grandeur, là, en 1850, il y a 30 000 personnes à Chicago. Euh, 40 ans plus tard, 1890, on est passé de 30 000 à 1 million de personnes. En 1900, 10 ans plus tard, on a presque doublé, on était à 1,7 million. Donc, bref, c'est une ville qui est en pleine ébullition. Économiquement, là, ça boom, il y a de la construction, on construit vite, on fait beaucoup de commerce. Et comme je vous disais, ben pourquoi ça se passe particulièrement à Chicago? Parce que regardez, l'État de l'Illinois, c'est en rouge. C'est quand même assez central dans tout le nord-est des États-Unis. Et dans toute la carte de l'Illinois, ben, Chicago, c'est le petit point rouge qui est en haut, juste sur le bord du lac Michigan. Clairement, eux, ils sont très bien situés, entre autres pour avoir des livraisons par voie maritime, mais et aussi, comme je vous disais, il y a plein de chemins de fer qui arrivent là. Euh, il y a aussi ce qu'on appelle la The Loop à Chicago, qui est la rivière que vous voyez devant vous, qui fait une loop, qui fait une espèce de boucle, puis qui encercle la vieille partie de la ville. Okay? Tout simplement. Ça vous donne une idée de ce que ça a l'air de nos jours, cette loop-là, cette rivière-là à Chicago. Parce que la ville grossit hyper rapidement, donc on a besoin d'avoir des nouvelles habitations, on a besoin d'avoir de la nouvelle construction pour fournir à toute cette population. On va développer à Chicago ce qu'on appelle le balloon frame. On va développer une construction à ossature de bois qui se construit très, très rapidement. En fait, de tous les cours d'histoire, c'est la première fois qu'on met la loupe sur de la construction de bois. Hein. Jusqu'à présent, on construit, je vous ai montré plein d'exemples de ce qui s'est fait en Europe. En Europe, c'est de la maçonnerie. Même de nos jours, de la construction de bois comme ça, les Européens ne connaissent pas cette façon de faire. C'est typiquement nord-américain. Et Chicago a développé une façon de construire des petites maisons à 2 étages, tout simple, très rapidement. C'est assez différent de ce que vous avez vu dans vos cours l'année dernière en première année en construction, de la construction en stature de bois, parce que de nos jours, on ne construit pas comme ça en balloon frame. Ce qu'on fait de nos jours, c'est qu'on construit nos murs du premier étage. Par-dessus, on construit notre plancher. Une fois que le plancher est fait, là, on peut aller construire les murs du deuxième étage et ainsi de suite. À l'époque, donc on est, là, vous voyez, là, du milieu du 19e siècle, le balloon frame, on construisait tous les murs, de la fondation jusqu'à la toiture d'un coup, puis ensuite on venait agripper à ça notre plancher d'étage. Okay? Juste une façon différente de faire. C'est la première méthode qui a été trouvée. Ce qui est important de retenir, c'est que si on passe de 30 000 personnes en 1850 à 1 million d'habitants 40 ans plus tard, il en faut des maisons pour ces gens-là. Okay? On a multiplié par 30 la population de la ville. Donc, de la maison comme ça en bois, il s'en est construit plein, plein, plein. Fait que super belle innovation technologique, ça se construit rapidement, c'est génial. L'enjeu principal avec ça, c'est qu'on vient de construire énormément de bâtiments en bois. Et ce qui devait arriver arriva. C'est arrivé à d'autres grandes villes. Hein. À Montréal aussi, il y a eu des grands feux, mais à Chicago, c'est majeur.
on parle du Great Fire of Chicago de 1871. C'est vraiment un feu majeur, pas juste pour Chicago, mais pour tous les États-Unis, à la limite pour l'Amérique du Nord au grand complet. On est en 1871, ça se passe au milieu de la nuit. Il y a un brasier qui va partir dans une section de la vieille partie de la ville. Okay? Puis très, très rapidement, avec les grands vents, ça va dévaster presque l'essentiel du downtown de Chicago. Ça va laisser 100 000 sans-abri. À l'époque, c'est le tiers de la population de Chicago qui se retrouve sans maison. Une personne sur trois. Ça, c'est énorme. On a 17 500 bâtiments qui ont passé au feu. Ça a détruit une surface de 8 km². C'est gros, 8 km², en l'espace de 24 heures. Et il a fallu attendre quelques jours que les cendres se refroidissent tellement que le brasier a été intense, ça a été fort. Donc, méchant grand malheur, mais avec ce malheur, vient certaines innovations et certaines solutions. Les gens de Chicago se sont pris en main puis ont décidé de rebâtir leur ville. C'est pas des subventions gouvernementales, c'est pas Washington qui débarque puis qui dit quoi faire. C'est vraiment la ville de Chicago qui se retrousse les manches puis qui décide de rebâtir. De toute façon, ils n'ont pas vraiment le choix, là. Leur downtown est complètement décimé. Ça, c'est les images après le feu de 1871. Donc, on a besoin d'un paquet de choses. On a besoin de logements, on a besoin de bureaux, on a besoin de commerce. Rapidement, les banques, il y a plein de banques qui ont brûlé, qui se rebâtissent des petits stands temporaires. Il y a beaucoup de commerces qui ont survécu parce qu'ils étaient un petit peu en périphérie du downtown. Les chemins de fer ont survécu, donc facilement on a pu réapprovisionner la ville avec des nouveaux matériaux. Et là, qu'est-ce qui va arriver? Pourquoi on parle donc de l'école de Chicago? Imaginez-vous un peu là, la beauté de la chose. Je dis la beauté de la chose, c'est sûr là, qu'il y a eu un feu, c'est terrible, mais une fois le feu passé, et qu'on est devant le fait accompli, on a un territoire vierge à rebâtir. Ça, c'est fantastique. Maintenant, tout le monde veut rebâtir sur ce terrain-là. On s'entend, là, c'est le downtown d'une des villes les plus importantes aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le prix des terrains au pied carré monte en flèche. Et donc, les promoteurs qui veulent construire sur ces terrains-là, qui réussissent, qui ont assez de liquidité pour acheter les terrains, ils veulent rentabiliser leur investissement. Donc, ils vont construire en hauteur. Plus je peux faire d'étages, moi, plus je peux louer mes logements, plus je peux louer mes espaces commerciaux, plus je vais faire de l'argent, finalement. J'ai un méchant plus grand retour sur mon investissement que si je fais des petits bâtiments de 3-4 étages. Donc, l'idée, là, le gratte-ciel, on pense toujours à New York quand on pense au gratte-ciel, mais le concept même de construire en hauteur pour faire des gratte-ciels, ça vient de Chicago, ça ne vient pas de New York. New York ne sera pas en reste, là. Je vais vous montrer des exemples, mais ça vient de là. Okay? Puis, on a des nouvelles façons de construire. Donc, je vous ai présenté aussi précédemment, avec la révolution industrielle, on se met à construire avec de l'acier, à construire avec du verre. J'ai montré des exemples de ponts, des exemples de bâtiments comme le Crystal Palace ou d'autres bâtiments à Paris, puis pour d'autres expositions universelles. Mais c'est des bâtiments qui étaient quand même relativement fragiles. Si un feu prend dans de l'acier, le métal va finir par tordre, va finir par fondre, entre guillemets, là, mais il va tordre, puis tout va s'écraser. Okay? Fait que ça n'a pas une énorme résistance au feu du métal, malgré ce qu'on pense. Ça a une résistance pour un petit bout de temps, puis à un moment donné, ça finit par casser puis s'effondrer. Alors, à Chicago, on réfléchit à ça. On vient de vivre un feu. Clairement, on n'a pas envie que le centre-ville brûle une deuxième fois. Donc, on va construire en hauteur, mais on va protéger nos constructions. Donc là, il va y avoir toute une réflexion, la Chicago School, donc des architectes qui vont débarquer à Chicago et qui vont réfléchir à des nouvelles méthodes de construction. Donc, c'est une construction d'acier, mais c'est de l'acier qui est protégé. Alors, l'exemple que vous voyez ici, vous avez une photo et vous avez une axonométrie. Mais dans la photo, vous voyez que la structure d'acier, elle est recouverte de briques. De la brique en terracotta. De la terracotta, il y avait plein de carrières autour de Chicago, fait que c'était facile de construire avec ce matériau.
Alors, on va faire un paquet de choses. Parfois même, on va en fait remplir, on va se faire des colonnes d'acier creuses. On va les remplir de béton à l'intérieur. On va mettre du terracotta tout autour pour protéger les colonnes. On va protéger les poutres aussi. Donc, ce que vous voyez là, vous avez des poutres qui sont rivetées, qui sont boulonnées à la colonne. Ensuite, on va avoir des poutrelles qui vont venir être déposées par-dessus. Entre les poutrelles, on va se mettre des structures en maçonnerie creuses, en terracotta creux, des genres de petites briques très légères. Puis on va remettre un platelage de bois par-dessus. Bref, il va y avoir plein de couches pour essayer de protéger notre acier, pour s'assurer que si jamais il y a un feu, ben, ça ne s'écroule pas de nouveau. En construisant comme ça, on va avoir besoin d'avoir une certaine rigidité dans la structure, parce qu'on ne veut pas là, que tout l'ensemble finisse par faire un parallélogramme si jamais il y a trop de vent. J'exagère, là, mais c'est ça qui peut arriver. Plus on construit en hauteur, plus on est sujet à la pression des vents. Euh, Ça va un petit peu de soi. Donc, il va y avoir le concept même là, de faire des cages d'ascenseur puis des cages d'escalier en béton, des cages d'escalier en maçonnerie solide, intégrées à la structure. Ça vient de là aussi. Okay? Ce qui est acquis maintenant, là, puis que vous savez un peu euh, comme on en fait justement dans le cours de dessin 3. Donc, on va avoir des couches de plâtre qui vont isoler la structure. Le plâtre, c'est un matériau qui résiste bien au feu. Puis, donc, toutes les poutres, les poutrelles vont être recouvertes de plâtre. Les colonnes vont être englobées aussi dans une enveloppe ignifuge. Vous avez un autre exemple ici. Fait que vous voyez, on met du plâtre autour des structures. On a des morceaux des panneaux de briques légers alvéolés entre nos poutrelles. Protection ignifuge en plâtre ou en briques autour de nos colonnes. Bref, on peut commencer à construire véritablement des gratte-ciels, des structures d'acier qui vont monter de plusieurs étages. Puis après ça, bien, on fait ce qu'on veut avec nos façades. Vous allez voir que les premiers exemples de gratte-ciel, ce qu'on fait avec les façades, euh, ça ressemble parfois même à ce qu'on a vu avec l'art nouveau. On va avoir de la maçonnerie, on va avoir de l'ornementation, mais derrière, c'est du métal. Derrière, c'est une structure complètement nouvelle. Donc, l'école de Chicago, c'est certains de ces personnages-là que vous avez devant vous qui vont justement ouvrir des bureaux, faire école, développer une façon de faire. Le baron Jenny est un personnage important, mais vous avez pas mal moins entendu son nom. Vous avez possiblement entendu le nom de Louis Sullivan. Louis Sullivan va avoir comme employé à un moment donné un certain Frank Lloyd Wright. Donc, vous allez voir que ben, lui est important, puis il fait école aussi pour la suite des choses. Okay? Je vous ai mis un petit vidéo, 4 minutes et quart, c'est vraiment pas long, mais ça vous dresse le portrait d'un des projets de Louis Sullivan, ça vous explique un peu sa philosophie. Je trouve ça toujours intéressant pour vous que vous ayez un vidéo et pas juste des images statiques de bâtiments. Ça ne rend pas vraiment justice quand on voit juste des photos. Okay? Donc, l'école de Chicago, c'est nommé comme ça parce que, en anglais, Chicago School, c'est un groupe d'architectes américains qui sont très actifs à la fin du 19e siècle, qui vont s'installer à Chicago, comme je vous disais. Puis, leur réalisation, c'est considéré comme les premiers gratte-ciels modernes. Okay? Fait qu'on est au tournant du 20e siècle. Okay? Fin 19e, début 20e siècle, c'est là que ça va se passer essentiellement. Fait qu'on va avoir des constructions de poutres et poteaux en acier. Okay? Il n'y a pas de façade porteuse. Les façades, on en fait ce qu'on veut avec ce système-là. Chicago devient un véritable laboratoire d'architecture parce que, comme je vous disais, suite au feu, il y a énormément d'espace. On peut explorer, on peut développer des nouvelles idées. Pas juste des nouvelles idées de bâtiments, des nouvelles idées d'approche urbanistique aussi. On y viendra dans quelques instants. Ça confirme aussi un peu le début de l'autonomie des Nord-Américains face aux écoles traditionnelles des beaux-arts européennes. Parce que l'Europe a quand même a eu pendant très longtemps une très grande influence sur le monde occidental. C'est comme le berceau de la civilisation, le berceau de l'architecture.
Donc, on va commencer à se détacher un petit peu de ça ici. Sullivan, pourquoi il est important aussi? Parce qu'il est le premier à émettre l'hypothèse que la forme suit toujours la fonction et non pas l'inverse. Donc, petite parenthèse là-dessus, je vous en ai parlé un peu quand on a fait nos visites dans le Vieux-Montréal, quand on était allé voir le bâtiment de la Banque de Montréal. Je vous disais, à l'époque, on construisait un bâtiment comme la Banque de Montréal avec prestance, avec majesté, avec du luxe, parce qu'on voulait être imposant. C'était un signe de pouvoir, c'était un signe d'importance. Et donc, le bâtiment était conçu et réfléchi en fonction de certaines valeurs qu'on voulait amener. Sullivan, il dit un peu l'inverse. Il dit, commençons par voir quels sont les besoins dans le bâtiment. On a besoin de quoi? Est-ce que c'est une école? Est-ce que c'est une tour de condominium? Est-ce que c'est une tour de bureau? Est-ce qu'on a besoin d'un grand hall? Est-ce qu'on a besoin d'une cour intérieure? Est-ce qu'on a besoin de penthouse à l'étage, de terrasse? Réfléchissons à ce qu'on a besoin. C'est quoi la fonction principale de ce bâtiment, la fonction principale d'architecture? Et la forme va découler d'elle-même. La forme va suivre ce qu'on a réfléchi en termes de fonction. Okay? C'est majeur comme modification. Précédemment, on réfléchissait à des formes qui étaient spécifiques en fonction d'objectifs plus ou moins externes. Donc, on pouvait avoir un hôtel de ville, ou une école, ou un palais de justice, ou une banque qui avait des codes déjà prédéfinis. Il nous faut un portique comme ça, il faut des colonnes, il faut un fronton, il faut telle chose, on va faire des fenêtres de telle manière, parce qu'on avait tout un dictat déjà de préétabli suite à la Renaissance, suite au néoclassique, suite à l'École des beaux-arts à Paris. Puis là, ben, les Américains font un petit peu table rase, puis ils se disent, un instant, on va réfléchir vraiment aux besoins spécifiques, à la fonction du bâtiment, la forme suivra. Et ça peut ressembler un petit peu à ce que je vous ai montré précédemment avec le mouvement Arts and Crafts, où là, les premières maisons qui ont été construites par Morris, euh, finalement, ils ont réfléchi au plan, à l'organisation des pièces, puis la forme extérieure est devenue le résultat des différentes fonctions à l'intérieur du bâtiment. Okay? On commence à voir ça apparaître avec Sullivan. Euh, Par contre, vous allez voir qu'il ne se détache pas à 100% des influences néoclassiques. Il va même diviser ses gratte-ciels de façon tripartite. Il va avoir une base, habituellement avec du commercial, réalisé d'une certaine façon. Après ça, il y a tous les étages qui ressemblent un peu au fût de la colonne. Puis après ça, il y a un chapiteau sur le top du bâtiment. Que bon, on ne se réinvente pas complètement d'un coup, là, mais on voit déjà apparaître une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de faire. Fait que je vous montre certains bâtiments emblématiques de cette époque-là. Les bâtiments du baron de Genée, je vous avoue personnellement, c'est pas un coup de cœur. Ils ne sont pas, à mon sens, fantastiques dans leur esthétique externe, mais ils sont importants parce que c'est les premiers bâtiments à plusieurs étages à structure d'acier. Okay? En fait, ça, c'est un des premiers bâtiments sans mur porteur en façade. Okay? Toutes les planchers de bois reposent sur des colonnes de fonte et sur de la structure métallique. Et puis toute la structure est indépendante de l'enveloppe extérieure, ce qui est bien important. Les larges ouvertures que vous voyez vont finir par devenir ce qu'on appelle les Chicago Windows, des fenêtres typiques de la ville de Chicago, qui sont pas mal plus en format paysage, sont pas mal plus rectangulaires, faites sur le long. Vous allez voir que d'un bâtiment à l'autre, ça va commencer à se ressembler un petit peu. Fair Store, un autre exemple, toujours du baron Genée, donc lui qui a commencé à développer les principes de structure d'acier. Vous voyez que dans le fond, on a beau de l'extérieur avoir l'impression que c'est un bâtiment en maçonnerie, en pierre. On a même des colonnes intégrées en façade, un peu comme on faisait à la Renaissance, comme les Romains faisaient à l'époque. Ben, ce n'est que de la façade. Derrière, c'est ce que vous voyez là, toute une grande structure d'acier. Okay?
son second bâtiment. C'est des bâtiments commerciaux, ça, principalement. OK? Au centre-ville de Chicago. Ça ressemble à ça, le bâtiment. Vous voyez qu'il y a quand même, malgré tout, une certaine horizontalité qui est gardée. Hein. Quand on était à la Place d'Armes, je vous ai montré deux bâtiments de type gratte-ciel, dont un avait accentué la verticalité et l'autre à côté, celui qui était en pierre rouge, assez rare à Montréal, lui avait gardé cette horizontalité typique des bâtiments de Chicago, des premiers quartiers de Chicago. Il y a vraiment un caractère, la ligne horizontale est renforcée. Ce n'est pas la verticalité nécessairement qu'on met de l'avant. On ne cherche pas nécessairement à faire des grands bâtiments élancés comme on peut s'imaginer qu'un gratte-ciel devrait être, parce que ce qu'on connaît, nous, maintenant, des gratte-ciels, c'est des bâtiments très, très hauts et très, très élancés. On n'est pas là, ici, là, à la fin du 19e. Et on a quand même une facture plus horizontale, mais on a derrière toute la structure qu'on a besoin pour construire de plus en plus haut. Puis là, déjà, ben, on en voit un exemple ici. Donc là, on a construit beaucoup plus haut. Puis là, on n'a pas un mur de grosse maçonnerie, pas porteuse, il n'y a rien qui est porteur là, dans tous les bâtiments, mais ici, c'est quand même plus lourd comme maçonnerie. Hein, ça fait quand même un petit peu plus robuste, un peu plus austère. Ici, on se retrouve avec quelque chose d'un petit peu plus léger. Okay? On est dans les premiers bâtiments à mur rideau. Okay? Fait que c'est des parements en tuiles de terracotta, avec plein de motifs d'ornementation qui sont clippés sur toute la structure. On a un système assez tripartite dans le sens que si vous remarquez ici, vous voyez que la base, dans l'image de gauche, c'est assez clair, là, même la couleur est un peu différente, le matériau est différent pour la base, la portion commerciale. Après ça, on a tous les étages assez similaires. Et la dernière partie en haut, qui est comme un peu le couronnement d'une colonne, si vous voulez, là, qui a un traitement légèrement différent. Vous voyez un peu à quoi ça peut ressembler, puis vous voyez qu'on reprend des motifs quand même un peu ornementés. Là. On n'est pas dans quelque chose d'ultra lisse comme les gratte-ciels qu'on connaît de nos jours. Un autre exemple, c'est le Market Building à Chicago. J'ai une toute petite vidéo que je vous suggère d'aller voir, elle est vraiment pas longue, là, 1 minute 20, qui va vous donner un aperçu du bâtiment. Puis après, là, vous le voyez bien, là, à gauche, le avant et après. Vous voyez à droite toute la structure métallique. Ensuite de ça, on est venu plaquer nos façades. Okay. Ici, c'est un bâtiment qui est important parce qu'il est conçu par Sullivan. Sullivan avait une firme d'architectes qui s'appelait Adler and Sullivan parce qu'il était associé avec un monsieur Adler. Un de ses premiers grands bâtiments, un de ses bâtiments assez importants. Vous voyez ce que je vous disais, là, entre autres, là, je sais que je me répète, là, mais la base qui est traitée différemment, les 2 premiers étages. Après ça, tous les autres étages commerciaux semblables. Et le dernier étage, on a même les espèces de hublots circulaires pour l'étage peut-être de la mécanique. Là. Donc vraiment une façon différente de traiter le dessus du bâtiment. Puis à travers tout ça, énormément de travail, de détails. Je vous dis, là, je vais vous montrer d'autres images. Là, on est quasiment dans de l'art nouveau. Okay? C'est pas tout à fait, c'est pas le même esprit, mais il y a des similitudes visuelles. Il y a un travail d'ornementation en lien avec la nature, avec la courbe, qui est nouveau, qui ne fait pas référence aux anciens. On ne fait pas référence aux Grecs ou aux Romains quand on utilise ce genre de courbe-là, ce genre de détails en lien un petit peu plus avec la nature. Okay? Voyez comment, à quel point ça peut être ornementé comme détail. Un autre bâtiment fait par Adler and Sullivan, c'est le dernier grand bâtiment de Sullivan. Il est toujours dans le même esprit que la forme suit la fonction.
On a 2 étages dans le bas qui sont commerciaux, qui vont se déployer sur toutes les façades principales. Et pour Sullivan, il faisait exprès d'ornementer beaucoup euh, les étages du bas parce qu'il y avait un objectif. C'était pas juste pour faire beau, mais c'était pour attirer l'œil. Il savait que ça allait être loué à des magasins, ça allait être du commercial. Puis pour un commerce, ben, si le commerce est capable d'attirer l'œil des consommateurs, ben, il va avoir plus de consommateurs, puis il va faire plus d'argent. Donc, il y avait tout ce souci-là de vraiment rendre l'étage au rez-de-chaussée, la façade du rez-de-chaussée, très intrigante, très intéressante pour attirer les consommateurs. Puis la, le coin du bâtiment courbé, regardez. C'est pour ça que je vous dis que je trouve qu'il y a quand même des beaux clins d'œil à ce qu'on a vu avec l'Art nouveau. Dans toutes les courbes, les effets euh, en lien avec la nature, avec les feuilles, on le voit ici aussi, fait avec le métal. Il y a aussi un grand travail, là on ne le voit pas nécessairement dans les images, mais il y a toute une réflexion dans l'organisation en plan pour laisser rentrer beaucoup de lumière à l'intérieur du bâtiment. Puis je vous amène à un événement marquant, encore une fois, qui a eu lieu à Chicago. Fait que s'en est passé des choses à Chicago au 19e siècle. Euh, il y a eu une exposition universelle, là, vous le savez, à partir de 1851, qui est la première exposition universelle à Londres. Après ça, il y en a eu plein, aux 4 ans à peu près, beaucoup à Paris. Les Américains ne sont pas en reste. C'est vraiment, là, c'est la grande nouvelle mode de faire des expos universelles. Tout le monde veut faire une expo universelle. Chicago réussit à damer le pion à New York, à, je pense, Buffalo. En tout cas, il y a 4 grandes villes américaines qui se bataillent pour faire cette expo-là, l'expo de 1893. C'est Chicago qui gagne. Si vous la cherchez sur le web, vous allez voir qu'elle s'appelle le World Columbus Exhibition. Pourquoi? Parce que ça célèbre les 400 ans de la découverte des Amériques par Christophe Colomb, donc Columbus. Alors ici, ce qui est assez impressionnant, c'est que la ville de Chicago va construire un immense terrain pour son expo universelle. Mais en fait, je vous dis que c'est impressionnant. C'est pas très, très différent de ce qui s'est passé à Montréal pour l'Expo 67. Hein. On a construit euh, carrément une nouvelle île à côté de l'île Sainte-Hélène, l'île Notre-Dame. On a créé un métro, fait qu'on a vraiment bâti un paquet de choses pour l'Expo. Bon, ils ont fait la même chose à Chicago. Ils ont profité de l'exposition aussi pour mettre en application un principe urbanistique qui s'appelait le City Beautiful. Le City Beautiful, c'est un mouvement architectural et urbanistique, je dirais peut-être même plus urbanistique qu'architectural, qui se développe un petit peu justement là, au tournant du siècle, en 1890-1900, fait qu'au fin 19e, début 20e siècle, en Amérique du Nord. Puis l'idée, c'est que la recherche de la beauté peut être une finalité sociale et civique. Donc, on peut avoir un objectif, c'est pas juste la beauté pour la beauté, mais c'est la beauté pour un objectif un peu plus noble, de, de, un objectif social, un objectif civique, pardon, qui est noble. Donc, M. Burnham, c'est celui qui est en charge de toute l'expo universelle à Chicago. Il y a Frédéric Law Olmsted, je vous en ai parlé précédemment. C'est lui qui a travaillé sur le parc à Washington, D.C. C'est lui qui a fait Central Park à Manhattan. C'est lui qui a fait Prospect Park à Brooklyn, le parc du Mont-Royal à Montréal. Donc, c'est un grand architecte paysagiste de cette époque qui va participer à l'élaboration de tout l'aménagement urbanistique de l'expo. Vous allez voir qu'il y a quand même un côté assez beaux-arts. Beaux-arts, là, néoclassique. Okay? À peu près la même idée. Pourquoi on dit beaux-arts? Parce qu'à Paris, les grandes écoles d'art, c'est les écoles de beaux-arts, puis qui font référence à ce qu'on connaît des anciens, des Grecs et des Romains. Okay? On a une facture qui est quand même assez néoclassique, si vous voulez. Hein? Vous n'êtes pas dépaysé, vous voyez les colonnes, les frontons grecs et romains. Tout ça est là. On a même des obélisques égyptiens sur l'image. Donc, on est vraiment dans du néoclassique. Ce qui est différent, c'est la manière dont on va organiser toute la chose, comment on va gérer le côté urbanistique. Il y a plein de villes qui vont s'inspirer aussi du City Beautiful
pour rénover leur plan d'urbanisme. Donc Chicago, bien sûr, Cleveland, Montréal va le prendre aussi un peu, Denver, San Francisco. L'idée, très résumée, là, c'est de donner une plus grande importance aux espaces verts. Vous me direz, ben oui, ça fait du sens. Ça ne faisait pas nécessairement du sens au 19e siècle. Et surtout dans un esprit nord-américain très capitaliste. Chaque parcelle de terre vaut de l'argent. Donc, pourquoi laisser tout un espace pour faire un parc, comme on a fait Central Park à New York? Ce n'était pas d'une évidence à l'époque, mettons. Fait que l'idée du City Beautiful, c'est l'importance des parcs municipaux, des rues qui sont bordées d'arbres, des pelouses bien entretenues, des plantations publiques. Bref, c'est l'idée euh, d'amener un peu la nature dans la ville, de réfléchir à la ville pour ne pas être qu'une succession de taudis empilés les uns sur les autres. Rappelez-vous, la révolution industrielle, de quoi avait l'air Londres, si vous aviez écouté le vidéo au complet que que j'avais demandé de regarder la semaine dernière, on voit comment le développement effréné pendant la révolution industrielle a amené euh, des quartiers complets à être construits un petit peu tout croche. Donc, vous voyez ici, tout en rose finalement, c'est tous les nouveaux bâtiments qui sont construits. On construit euh, des étangs artificiels. Vraiment, là, c'est l'idée de la nature, des grands espaces verts à l'intérieur de la ville, des grandes places publiques. Donc, on veut vraiment recréer quelque chose qui est harmonieux, puis qui est, entre guillemets, naturel. Voici d'autres images de ce que ça avait à l'époque. Ça a été quand même un accomplissement important. Ça n'a pas été évident. Bon, comme d'habitude, là, les expos universelles, c'est un peu comme les Jeux olympiques. Là. On se prend de grandeur, puis on finit par presque faire faillite. Là. La ville a eu de la misère financièrement. Ils ont rentabilisé parce il y avait un engouement, tout le monde voulait avoir un billet, puis tout le monde, il y a plein de gens. Je pense que c'est le tiers de la population des États-Unis qui est allé voir l'exposition universelle. On s'entend, là? C'est beaucoup de monde. Puis, je vous fais un petit clin d'œil parce qu'il y a eu un mouvement féminin, il y a des féministes euh, qui ont fait du lobbying, qui ont fait de la pression pour avoir une participation à cette expo-là. Alors, c'est un regroupement de femmes bourgeoises. On s'entend, là. C'est pas le prolétariat qui fait une révolution non plus, là. Euh, mais c'est des bourgeoises qui, quand même, veulent démontrer que les femmes ont leur place dans la société. Je vous mets ça entre parenthèses avec des gants blancs. Je le sais que les femmes ont leur place dans la société. Au 19e siècle, c'était pas évident non plus. Les femmes qui ont eu le droit de vote pas mal tard, même au 20e siècle au Canada. Donc, c'est un travail que les femmes ont dû faire, puis qu'ils doivent encore faire maintenant pour prendre leur place dans la société. Ils l'ont fait déjà à cette époque-là. Fait que le regroupement philanthropique de femmes qui voulaient avoir le bâtiment, le Women's Building, où on allait montrer les arts et l'artisanat féminin, ils ont demandé à une femme architecte, Sophia Hayden Bennett, de concevoir le bâtiment. Puis je vous la montre parce que, si je ne me trompe pas, je pense que c'est la première femme architecte que je vous présente depuis le début des cours. C'est plate, c'est un monde d'hommes. C'est en train de changer, mais pendant des siècles et des siècles, malheureusement, l'architecture, c'était un boys club. C'était un monde d'hommes. Fait que voici un petit peu euh, l'idée à Chicago de l'application du City Beautiful dans des grandes artères. Ça nous donne un peu cette impression aussi des principes que le baron Haussmann a intégrés à Paris. Ouvrir un peu la ville, qu'on ne soit plus dans la ville du Moyen Âge. Bon, bien entendu, en Amérique, il n'y a jamais eu de Moyen Âge, c'était pas ça l'idée, mais quand même, des grandes avenues bordées d'arbres, il y a de l'espace, ça respire. À Montréal, la ville de Maisonneuve, qui est devenue l'arrondissement d'Hochelaga-Maisonneuve, mais la ville de Maisonneuve, c'était une ville à part entière avant, a repris certains des principes du City Beautiful. Entre autres le boulevard Morgan. Désolé pour le typo avec boulevard, il manque un E.
Euh, mais le boulevard Morgan, grand boulevard, bordé d'arbres, ça faisait partie là, de cet esprit. Donc, on a vu que New York, le berceau des gratte-ciels, mais New York, qu'est-ce que je raconte? Pardon. Chicago est le berceau des gratte-ciels, mais New York n'est pas en reste. Euh, je pense que c'est peut-être l'image la plus fameuse qu'on a des constructions de gratte-ciel. Ça, c'était pour le Chrysler Building, si je ne me trompe pas. Chrysler ou l'Empire State Building. C'est deux gratte-ciels qui ont été construits très rapprochés, là, à quelques années près l'un de l'autre. Mais on ne commencera pas par Chrysler puis l'Empire State, on va commencer un petit peu plus bas. Fait qu'on commence au début du 20e siècle. Un bâtiment emblématique de New York qui s'appelle le Flatiron Building. Flatiron Building, un célèbre gratte-ciel qui est en forme de triangle à New York. Pourquoi? Parce qu'il est au coin de Broadway et de la 5e Avenue. Et vous le savez sûrement, Manhattan, l'île de Manhattan, c'est un quadrillage parfait. Il y a des rues qui vont de l'East River à Hudson River, puis il y a des avenues qui vont du bas de la ville jusqu'en haut de la ville. Un beau quadrillage, sauf pour la rue Broadway, qui, elle, fait une diagonale à travers tout ça. Puis, à chaque fois qu'elle vient couper des rues ou des avenues, elle crée des terrains triangulaires, des terrains un petit peu particuliers. Le Flatiron, les entrepreneurs se sont dit, c'est ça que j'ai un triangle comme terrain, go, on va construire sur le triangle complètement. Donc, ils ont construit exactement ce qu'ils avaient comme espace au sol, puis ils l'ont monté sur plein d'étages. Okay? Un principe tripartite aussi, qui ressemble beaucoup à ce qu'on a vu à Chicago, c'est-à-dire un premier étage avec une facture un petit peu différente à la base pour le commercial. Après ça, le reste des étages similaires. Puis on finit avec une corniche un petit peu différente, un petit peu ornementée. C'est un bâtiment comme les bâtiments à Chicago, c'est-à-dire structure d'acier derrière, recouvert de maçonnerie, un style beaux-arts, donc un style néoclassique un peu. Il va avoir un impact très, très important sur le paysage à New York. On le retrouve, vous avez une carte postale ici. Là, vous avez la Madison Square, le Metropolitan Life, le Flatiron Building, plein de bâtiments emblématiques de la ville. Je continue avec un autre très important, le Woolworth Building, donc début du 20e siècle aussi. Woolworth un style un petit peu néo-gothique. Il va reprendre des idées d'arches pointues, puis une espèce de tour sur le top là, qui peut quasiment ressembler à une tour de cathédrale un peu. Euh, un très grand building, 992 pieds de haut. C'est le plus haut building au monde de sa construction, de le début là, de son inauguration en 1913 jusqu'en 1930. Pendant 17 ans, c'est le plus grand building partout dans le monde. C'est pour le siège social de la compagnie Woolworth. Woolworth, c'était des magasins à 5 cents, 10 cents. C'est le Dollarama de l'époque, en fait. On fait de l'argent quand on vend des affaires à 5 cents, 10 cents. Fait que ça ne date pas d'hier qu'on peut faire beaucoup de sous, même si on vend des bébelles à pas cher comme au Dollarama. Fait que, M. Woolworth avait un empire, il avait beaucoup de magasins, puis il s'est fait construire un siège social à New York. En fait, c'était la mode aussi. Qu'on ait besoin ou non, il y a des compagnies qui n'avaient pas nécessairement besoin d'avoir un gratte-ciel de X nombre d'étages à New York, mais qui le faisaient pour le prestige d'avoir un pied-à-terre, un siège social sur l'île de Manhattan. Sinon, structure d'acier, comme tous les autres bâtiments que je vous ai présentés, beaucoup plus travaillé à l'extérieur, lui aussi, et qui ressemble à certains bâtiments que Sullivan a fait. Beaucoup d'ornementation, de courbes. Donc, on a une tour de 30 étages qui est déposée sur une grande base, beaucoup plus large, elle aussi de 30 étages. Je vous montre d'autres images, juste pour le simple plaisir. Je trouve tout le temps ça beau de voir des vieilles cartes postales peinturées à la main de New York à l'époque.
Donc, on voit ici le Woolworth Building, on voit le parc de City Hall. On a une autre vue ici où on voit encore le parc de City Hall, avec d'autres bâtiments de l'époque. Et là, je vous amène à la fameuse réforme des immeubles. Donc, le début des codes de zonage, ça vient de New York. Okay? Je l'ai expliqué à certains élèves dans certaines sorties. Alors, commençons par le commencement. Première réforme que vous avez ici, réforme pour l'hygiène publique. Okay? Il y en a une à la fin du 19e siècle. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que là, vous comprenez que au début des années 1800, il n'y a pas beaucoup de gens en ville. On a à peu près toutes les grandes villes américaines combinées ensemble, c'est 300 000 habitants en zone urbaine. Okay? C'est pas énorme. Après ça, donc on parle de 1800, pile. 60 ans plus tard, en 1860, on est passé de 300 000 à 6,2 millions de personnes dans dans les grandes villes, dans les grandes métropoles américaines. Après ça, faites un autre bond de 60 ans. En 1920, on passe donc là, de 6 millions à 54 millions de gens en zone urbaine. Okay? Donc, dans le fond, avec toute l'arrivée de l'immigration, il y a plein de gens des vieux pays qui viennent en Amérique du Nord pour se refaire une vie, dans le fond, hein, parce que c'est le continent de tous les possibles. On peut partir de rien, puis on peut réussir sa vie en Amérique. C'est vraiment le rêve américain. Il date de cette époque-là. Donc, on passe là, à 1800, on a 6% d'urbains. En 1920, on est rendu à 51% de gens en ville en Amérique. Énormément de pression sur les grandes villes. Alors, qu'est-ce que ça amène? Bien, ça amène des bâtiments comme vous voyez devant vous. Une espèce de bloc, là, c'est le Lower East Side à Manhattan. Je ne sais pas si vous voyez une ruelle, là. Il n'y en a pas. Il y a zéro ruelle. Des fois, il y a des espaces, on parle peut-être de 2-3 pieds entre un building et l'autre. Tout le monde est entassé les uns sur les autres. Okay? Donc, du soleil dans ton appartement, si tu es chanceux, tu as une fenêtre du bon côté avec la lumière qui rentre. De la circulation d'air, bonne chance. Il ne doit pas en avoir beaucoup là-dedans. Où est-ce que tu sors tes déchets? Bref, d'un point de vue d'hygiène, c'est pas fort. Donc, on a un problème de mauvaises conditions sanitaires à cause de la pauvreté qui nous vient des cités industrielles, qui vient des quartiers industriels. Et c'est la révolution industrielle. On construit beaucoup, on construit des bâtiments. Il y a les usines qui tournent 24 heures sur 24. Bien, ça donne ce genre de choses-là comme construction résidentielle. Donc, les immeubles où les ouvriers s'entassent, c'est construit sur toute la surface du lot. Il n'y a aucune ruelle, il n'y a pas de renouvellement d'air. Donc, c'est problématique pour les maladies. On a aussi à l'époque une compréhension de la maladie qui est un peu particulière, pas nécessairement mauvaise en soi, mais à l'époque, la théorie médicale en vogue, c'était que l'air qui traverse de la matière organique en putréfaction devient mauvaise en tant que telle. Donc, si j'ai des déchets devant moi qui sont en train de pourrir, ben, l'air que je vais respirer va avoir passé par les déchets et donc je vais respirer quelque chose qui n'est pas bon pour la santé. Donc, on veut contrer cette idée-là. Là, ici, vraiment, là, on a construit là, au maximum de ce que le terrain nous permet, parce que le promoteur veut faire des sous, c'est tout. Il se fout complètement là, de la qualité des appartements à l'intérieur de ces blocs appartements-là. Okay? Il y a aussi Frédéric Law Olmsted, encore lui, donc fameux architecte paysagiste qui a conçu Central Park, qui déclare que les problèmes sanitaires, ça vient des ruelles qui sont étroites, ça vient de la surpopulation, puis lui conclut que les deux grands agents naturels de désinfection, la lumière du soleil et le feuillage, ont besoin d'espace. Donc lui, je l'ai présenté, il travaille à promouvoir le City Beautiful à Chicago, à l'Expo universelle. Donc vraiment, lui, ce qu'on a devant nous, c'est pas son idéal urbanistique du tout. Lui, il veut des grandes rues, il veut des ruelles, il veut de la végétation partout, il veut des espaces verts. Son principe, c'est qu'on va rendre la ville saine, les habitants vont être en meilleure santé aussi.
OK? Alors, ça nous amène au premier New York State Tenement House Act. Alors, la ville décrète des lois, parce qu'ils se rendent bien compte là, que c'est le Far West. Tout le monde construit à peu près comme ils veulent sur leur terrain. Alors, cette première loi prévoit, tenez-vous bien, c'est pas bien, bien compliqué, hein? Ça veut dire que ça n'existait même pas avant, ça prévoit qu'il nous faut des issues de secours pour chacun des appartements. En fait, pour chacune des suites d'appartements. Okay? Puis il nous faut une fenêtre pour chaque pièce. My God, révolution. Ça veut dire qu'il y avait des appartements, pas de fenêtre. Okay? Mais, une fenêtre pour chaque pièce, les promoteurs sont pas fous, ils disent OK, bien correct, on va te faire une fenêtre pour chaque pièce, puis ça a donné lieu à des espèces de cours intérieures en cheminée, super étroites, en plein milieu de tout un bloc appartement, avec plein de petites fenêtres qui donnaient là-dessus. OK? Ouais, tu m'as dit qu'il fallait que j'aille une fenêtre sur mon logement, je t'ai mis une fenêtre, ça donne sur de l'extérieur, mais on s'entend que l'extérieur n'est pas fort. OK? Alors, la Ville a dû faire un Second Tenement House Act, donc une deuxième loi, qui là oblige les fenêtres à faire face à une source d'air frais et de lumière, pas un couloir intérieur. Donc, avec cette nouvelle loi-là, les nouveaux bâtiments doivent être construits avec des fenêtres qui donnent sur l'extérieur dans chacune des pièces. Ils ont besoin d'une cour ouverte, ils ont besoin d'un système de ventilation adéquat, ils ont besoin de toilettes intérieures, des dispositifs de protection contre les incendies. Donc, plein de choses qui n'existaient pas avant ça. Puis là, on parle de loi là, qui date, là, euh, la dernière version de cette loi-là, 1901. Et ensuite, je vous amène à une autre loi à New York, qui est vraiment, c'est la fameuse loi de zonage à New York, qu'on appelle le Equitable Law, qui vient de ce bâtiment-là, le Equitable Building, qui était conçu en 1915 à New York. Alors, le principe est le suivant, puis je vous en avais déjà parlé quand on a fait la visite. Euh, les promoteurs ont commencé à chialer parce que quand le propriétaire de ce terrain-là a construit cet immense bâtiment, le Equitable Building, ce que le propriétaire du Equitable a fait, il a dit parfait, voici le terrain que j'ai, je construis pleine grandeur sur mon terrain, puis je te construis ça en belle ligne verticale sur une quarantaine d'étages. J'ai le droit, let's go, je vais en louer des espaces à bureau. Okay? L'image que vous avez à droite, vous voyez ce que ça donne comme ombrage. Les petits bâtiments autour, ils n'ont aucune chance. Du jour au lendemain, ils n'ont plus de soleil, pas juste pour quelques périodes de la journée, ils n'ont plus de soleil, pas en tout, pour tout. Il y a certains bâtiments qui il n'y avait plus aucun rayon de soleil. C'était fini. Plus de vue, plus de soleil, pas beaucoup de circulation d'air non plus. Alors, les dirigeants à New York décident de changer un petit peu la donne. Puis ils vont amener un règlement qui vous est illustré là, dans la strip en haut. L'idée, on n'ira pas dans le détail de la réglementation là, parce que c'est un peu fastidieux, mais l'idée, c'était de dire, bon, dépendamment des différentes zones de la ville, mais ils ont toutes quadrillé la ville de New York, ils ont tous géré ça, ils ont tous donné des différentes zones. Ils ont commencé à dire, bon, vous voulez construire à partir de la ligne du trottoir, d'accord, vous avez le droit pour un certain nombre de pieds. Ensuite de ça, regardez ce que vous avez ici en haut. Là. Ensuite de ça, vous devez prendre une diagonale à partir du centre de la rue. Puis, c'est tout écrit dans la loi, dépendamment de quelle rue, dépendamment de quel endroit vous construisez. Voici la diagonale que vous devez respecter. Et vous n'avez pas le choix de faire des reculs, de faire des retraits, des setbacks en anglais. Ce qui a donné lieu à les premières formes de bâtiments un peu pyramidales à New York. Donc, les bâtiments construisaient, OK, j'ai le droit de construire 10 étages en ligne droite, parfait. Après ça, je fais un premier recul, j'en construis 5-6 autres, je fais un autre recul, puis je continue comme ça. Pourquoi? Bien, pour laisser passer de la lumière, pour laisser circuler l'air un petit peu plus, pour s'assurer qu'on n'ait pas que des espèces de mastodontes de 40-50 étages sur tous les terrains disponibles. C'était ça l'idée des lois de zonage à New York. Ça a donné lieu à plein de choses. Ça a donné lieu à des dessins ici. C'est juste plus un clin d'œil
c'est un architecte de l'époque qui s'est mis à faire, mettons, à dessiner un peu à la lettre qu'est-ce que ça pouvait ressembler si on respectait toutes les diagonales de la loi de zonage. Mais ça n'a jamais, c'est pas construit, ces projets-là. Et c'est fictif. Ça ici, c'est le skyline de Manhattan au début des années 1930. Il y a le Chrysler Building qui est là, celui qui est pointu ici, qui est splendide. Euh, on en reparlera dans un autre cours. Puis vous avez plein d'autres bâtiments importants de l'époque. Okay? Je conclus ce cours avec un autre point de vue sur ce qui se passe à la même époque. Donc là, j'ai vraiment focusé sur le développement des gratte-ciels dans les grandes villes, Chicago, New York, mais on ne fait pas que construire dans les grandes villes à l'époque. Hein. On construit aussi de la banlieue, on construit de la campagne, on construit à l'extérieur. Alors, juste un petit clin d'œil pour vous montrer le genre de petites maisons de style Queen Anne, un peu victorien qu'on faisait à l'époque, avec des petits toits en pignon, bon, ce genre de choses-là. Maison modeste de l'époque. Et en contraste avec ça, on avait la grande bourgeoisie américaine avec la famille Vanderbilt. C'est juste, dans le fond, c'est juste un petit clin d'œil, mais vous allez voir qu'on se retrouve avec des châteaux qui nous font penser finalement au château des rois à Versailles ou ailleurs en Europe. Fait que les Vanderbilt, c'est, en tout cas, le patriarche, Cornelius Vanderbilt, c'est l'un des hommes les plus riches au monde à l'époque, au 19e siècle. En fait, il fait fortune à cause du secteur maritime. À un moment donné, il y a plus de bateaux que la US Navy. À un moment donné, avec son groupe de chemin de fer, il a plus d'argent que tout le gouvernement américain. Vraiment, ce gars-là, il a réussi financièrement, du moins, dans la vie. Okay? Les autres membres de la famille ne sont pas en reste non plus, donc tout le monde a une grande fortune qui est transmise aussi de génération en génération. Donc, c'est vraiment la nouvelle aristocratie du commerce et des affaires. C'est les nouveaux mécènes internationaux. Puis ils vont se construire des maisons, des espèces de châteaux pas possibles. On va avoir là, des réceptions qu'il y a là-dedans. La grande aristocratie américaine va se retrouver là pour des banquets. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer ce bâtiment-là. Bon, c'est pas Versailles, mais quand même, on a l'impression d'être dans un château européen. Mais pourtant, c'était une des maisons cossues de la famille Vanderbilt. Petit clin d'œil, petite parenthèse. Euh, Là où je veux plutôt vous amener, c'est ici, Prairie School. Donc, on a vu le Chicago School qui a donné naissance au gratte-ciel. Et là, je vous montre la Prairie School, dans le fond, qui est l'œuvre de Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd Wright qui naît en 1867, qui va mourir dans les années 60, au 20e siècle. Frank Lloyd Wright est fantastique comme architecte, fantastique à plein de niveaux. C'est un dessinateur hors pair, c'est quelqu'un d'ingénieux, c'est quelqu'un de très imaginatif. C'est quelqu'un qui ne s'est pas enfermé dans un seul style. Là, je vais vous en montrer un. Il a créé des maisons de prairies, si vous voulez, d'où le nom, qui sont révolutionnaires pour l'époque, mais après, il va faire d'autres bâtiments publics, institutionnels, tout aussi innovateurs et tout aussi fantastiques. Je pense juste au Guggenheim à New York, qui est incroyable. On en reparlera dans une prochaine capsule. Alors, les Prairie Houses. C'est un nouveau mode de vie. L'idée derrière tout ça, c'est d'avoir des maisons qui sont riches de lumière, d'air, des belles grandes perspectives, des plans ouverts, pas plein de petites cloisons, comme, je fais juste un petit retour là, la maison que je vous montre ici. Une maison comme ça, c'était typique de l'époque. Chaque pièce a sa petite fonction avec les cloisons, tout est séparé, tout est compartimenté. Wright, il veut tout casser ça. Ça ne l'intéresse pas. Donc, ils vont éliminer toute la compartimentation des maisons traditionnelles. Il va même utiliser toutes les inventions technologiques disponibles à l'époque.
le système de chauffage moderne automatique. Puis les maisons qu'il va concevoir sont nommées les Prairie Houses. Pourquoi? Parce que, vous allez voir, c'est des maisons qui sont très, très horizontales. Donc, ils nous rappellent un peu les plaines des prairies. Aux États-Unis, il y a des prairies un peu comme il y a dans l'Ouest canadien. Des zones très, très horizontales. Alors, là, vous me dites pourquoi je vous montre ce building-là pour commencer. Bien, parce que, je vous rappelle, Wright a travaillé pour Sullivan pendant un certain temps. Il est l'assistant de Sullivan. Sullivan est très impressionné par les talents de dessinateur de Wright. Mais Wright, c'est un petit vite. Fait que là, Wright, il va se mettre à prendre des contrats on the side. Fait il travaille pour Sullivan, mais en même temps, il commence à faire des maisons pour plein d'autres gens, pour son propre compte. Quand Sullivan apprend ça, il est furieux, il va congédier Wright, parce que c'est son employé devrait faire ses projets pour Sullivan. Fait que finalement, Wright se retrouve à la porte, puis il va partir son propre bureau. Il a déjà fait des petites maisons comme ça. Là, on s'entend les maisons, les bootleg houses de Wright. Bootleg, parce que vous savez, le terme bootleg, c'est un peu illégal, contrebande. Il les faisait un petit peu cachés sans que son patron le sache. On n'est pas encore là, dans le style prairie. Okay? Là, on commence à y arriver un petit peu. Fait que là, vous voyez que la maison, elle commence un peu plus à s'écraser puis à s'allonger. On commence à voir des éléments qui sont chers au principe de Wright, c'est-à-dire qu'il va aller mettre de la végétation, il va avoir des bacs qui vont faire tomber là, des plantes un peu partout, des bandeaux de fenêtres en claire-voie un petit peu plus allongés. Fait qu'ici, c'est sa maison, c'est son studio, c'est son premier projet. Souvent, les architectes vont se casser les dents en faisant leur propre maison comme test. Ils testent plein d'idées ici. Puis vous allez voir que le style va s'affiner au fur et à mesure qu'il construit d'autres bâtiments. Donc, on commence avec des lignes horizontales, on le voit, la hauteur des plafonds qui descend un peu. Il va tout faire là-dedans, il va faire le mobilier, il va faire les chaises, les tables. Il va s'arranger pour que les ouvertures soient protégées du soleil. Donc, la toiture va un petit peu déborder. Il va aussi favoriser l'emploi d'un seul matériau. Donc, on a une brique ici qui est un petit peu allongée. De façon uniforme, il veut avoir un espèce d'effet de tranquillité, un effet de simplicité. Et puis à l'intérieur, on a, donc là vous commencez, là, vous voyez, là, vous allez voir, ça va être ça. Le style de Wright, il va vraiment réfléchir à tous les détails. Bon, c'est quand même un peu luxueux, c'est en bois, c'est chaleureux. Puis il va réfléchir à un paquet de petites choses dans la plupart des maisons résidentielles qu'il va concevoir. Il va réfléchir aux transitions entre les espaces, les hauteurs de plafond, la manière dont il va disposer les fenêtres, la manière dont il va organiser le mobilier dans l'espace, le fait qu'il va essayer autant que possible d'avoir un plan très, très libre, c'est-à-dire cuisine, salle à manger, salon, tout ouvert. Ça paraît évident maintenant. On utilise souvent ça maintenant, on veut ça. À l'époque, c'est complètement nouveau. Un autre exemple, une autre maison qui est faite dans l'Illinois. Okay. On n'est pas encore là, dans le plein potentiel des maisons, des prairie houses, mais on a quand même certains éléments, le débord de toit, le côté un petit peu horizontal. Puis ce qu'on a quand même, c'est le plan relativement ouvert à l'intérieur, ici. Ça, c'est un des premiers bâtiments peut-être assez typiques du style des maisons Prairie de Frank Lloyd Wright, qui a été conçu pour une madame, Dana. C'est quoi son nom exactement au complet? Excusez-moi. Je me perds avec son nom, c'est pas grave. Mais bon, elle engage Wright pour faire cette maison-là. J'ai essayé de vous trouver des vidéos de ça. Rien de significatif dans le sens que ça finit par être un petit peu, malheureusement, ennuyant et endormant. C'est plate comme ça, là, parce que cette maison-là a été rachetée par la ville. Puis bon, ils l'ont tout restauré. Puis
En fait, il y a la personne qui vous fait le tour guidé et le conservateur de musée. Un petit peu soporifique, là. Fait que, je ne veux pas vous endormir avec ça. Mais c'est conçu pour des grandes réceptions. Cette maison-là, elle est conçue justement pour recevoir des invités. Fait que quand on rentre dans la maison, il y a un hall en double hauteur. Puis madame peut sortir de sa chambre, se montrer dans sa belle robe de soirée à ses invités. Puis on va passer dans la salle à manger. La salle à manger, elle est très haute. Il y a des alcôves autour en hauteur pour l'orchestre de chambre qui va faire la petite musique de soirée. Bref, on est là dans l'aristocratie de l'époque. Un autre exemple, puis dans le fond, vous allez voir, tous les exemples que je vous montre, vous reconnaissez quand même le fait, l'horizontalité des maisons, la sobriété des matériaux à l'extérieur, les toitures qui débordent, le jeu de fenêtres, le travail en fait aussi sur les fenêtres. Tout le vitrail que vous voyez, c'est dessiné par Wright. Tout le mobilier que vous voyez, c'est lui qui a fait les dessins, qui a fait faire par des artisans bien sûr, là, mais tout ça, ça fait partie de son design. C'est une époque où l'architecte est en mesure de tout faire. C'est lui qui dessine jusqu'à la poignée de porte, parfois. Un autre exemple ici. Puis là, Wright a même travaillé la brique pour accentuer l'horizontalité. Vous voyez le trait de variation de couleur de brique pour avoir vraiment là, cet effet très, très, très horizontal. On n'a pas d'image, mais dans toutes ces maisons-là, le foyer est souvent un élément central de la maison autour duquel va s'articuler le salon, la salle à manger et la cuisine. Mais en fait, vous avez un exemple ici en bas à droite du foyer, avec tout le salon autour, puis tout le reste qui est travaillé, même la bibliothèque en bois qui est intégrée au mur, tout ça, c'est l'architecte qui l'a designé. Petite parenthèse, puis je ne veux pas non plus là, prendre trop de temps ici, le Larkin Building, qui a été démoli depuis, euh, qui est sa première commande publique majeure, qui est qui a plein de technologies là-dedans ici. L'air climatisé qui est nouveau, des fenêtres à verre plat qui n'existaient pas avant, euh, du mobilier intégré, des toilettes modernes. Okay? On a une structure en béton armé ici et un grand espace ouvert à l'intérieur pour faire passer la lumière. Okay? Le toit était complètement pavé de briques, servait de cours de récréation pour les employés aussi. Il y a des années tout le mobilier administratif. Puis, je vous amène, donc c'est juste une petite parenthèse ici, c'était son premier projet public à l'époque, mais il continue à faire des maisons résidentielles. C'est vraiment la première partie de sa carrière, c'est du résidentiel. Robbie House, c'est peut-être le bâtiment, avec Dana House, c'est peut-être les deux bâtiments les plus emblématiques des Prairie Houses. Et vous voyez là à quel point là, il a poussé le porte-à-faux de la toiture qui va vraiment surplomber des terrasses, qui va vraiment venir protéger les fenêtres. Il y a tout un travail d'articulation du volume de la maison. C'est pas juste un bloc rectangulaire, il y a des retraits, il y a des avancées. Puis on voit très bien en plan, donc on a le foyer central, l'espace extérieur, l'espace de jeu des enfants, la salle de billard, sur un étage avec le jardin. Puis à l'autre étage, on a le salon, la salle à manger, l'escalier principal. Donc vraiment l'espace le plus ouvert possible avec le foyer central. On se retrouve à intégrer de la mécanique, à intégrer de l'électricité. On s'entend, le début du 20e siècle, l'électricité, c'est pas commun. C'est pas partout. Puis un dernier bâtiment, le Unity Temple, un autre bâtiment, une autre commande publique. C'est ça reste le bâtiment public
important de sa période des Prairie Houses. Euh, c'est un des premiers bâtiments monumentaux à être coulé sur place. C'est du béton coulé sur place, ce bâtiment-là. Le béton reste exposé, donc c'est pas juste la structure de béton comme on avait précédemment avec le Larkin Building. Là, le béton est exposé. Et puis c'était un temple pour une congrégation qui n'avait pas beaucoup de sous, d'où l'utilisation du béton qui va rester exposé, justement. Donc il y a quand même une certaine sobriété là, dans le bâtiment. Petite parenthèse sur Marion Griffin, qui est une des premières employées de Frank Lloyd Wright dans ses débuts, qui fait énormément d'aquarelles, qui dessine du mobilier, qui dessine des vitraux. Donc, il y a plein de petites mains là, qui travaillent pour Wright. Il n'est pas tout seul. Par contre, euh, en, comment je vous dirais bien ça, en bon star architecte avec l'ego démesuré, ben, il ne va jamais créditer le travail de ses employés. C'est toujours lui qui signe tout. C'est ses dessins, c'est ses projets, c'est tout son design de A à Z. Il faut mettre ça en perspective. Il y a des gens qui ont travaillé avec lui et pour lui, qui ont fait beaucoup, qui ont beaucoup contribué. Ça n'enlève rien au génie du monsieur, mais il n'a pas tout fait tout seul. Je vous termine toujours un petit peu avec des exemples locaux. Fait que je vous remonte ce bâtiment, l'édifice New York Life à Montréal, Place d'Armes, euh, qu'on a vu quand on a fait la visite, qui est considéré justement comme le premier gratte-ciel à Montréal. Donc, à Montréal, au départ, on retient le principe de la structure d'acier de l'école de Chicago. Euh, Par contre, on va garder un style peut-être un petit peu plus néoclassique. Là, puis ici, on voit quand même un certain clin d'œil au côté horizontal des premiers bâtiments de Chicago que je vous ai montré. C'est pas exactement pareil, mais on a des similitudes ici. Je vous montre un autre bâtiment. Bon, pas très fantastique, on s'entend, l'édifice Brunet à Montréal, mais on est quand même fin du 19e siècle. Ça reprend les principes de structure d'acier des bâtiments qui ont été construits à Chicago. Okay? Puis c'est un pas pire clin d'œil, en fait, à un autre bâtiment qui a été fait à l'époque à Chicago par M. Richardson. Richardson qui a fait la Trinity Church que je vous ai montré précédemment, qui a, qui a travaillé, qui a développé finalement un style qu'on appelait le néo-roman richardsonien parce qu'il y avait sa façon à lui là, de faire des bâtiments un petit peu plus justement, là, un clin d'œil à l'époque Moyen Âge de l'architecture romane, mais plus massif. Un autre exemple ici, l'édifice du Grand Magasin Ogilvy à Montréal. Okay? Vous voyez la similitude, dans le fond, entre ce bâtiment-là et ce bâtiment-là. Pas tout à fait la même chose dans la robustesse l'utilisation du matériau, mais dans le style, dans la forme, il y a des similitudes. Okay? Là, ici encore, on a les principes de l'école de Chicago, structure d'acier derrière, avec des façades qui sont non porteuses au pourtour. Okay? Un autre exemple ici du bâtiment, la Coronation à Montréal. Okay? Peut-être pas aussi grandiose que les exemples que je vous ai montrés de Chicago ou de New York, mais il y a le principe similaire d'une façade tripartite, c'est-à-dire qu'on a une base qui est traitée d'une certaine manière, après ça, les étages suivants, puis une finalité en haut. Donc voilà, ça fait un petit peu le tour de l'école de Chicago. Qu'est-ce qu'on a à retenir un peu de ce cours? Ben, que suite à un désastre, le grand feu de Chicago en 1871, ben, on a place à de l'innovation parce qu'on a de l'espace pour construire, puis parce que les terrains coûtent cher, ben, au lieu de s'étaler, on se met à construire en hauteur. Nouvelle technologie qui arrive, structure d'acier qu'on va protéger du feu, puis ça va être le début de la course des gratte-ciels en Amérique du Nord. Euh, Parallèlement à ça, je vous ai montré un peu ce qui se passe à l'extérieur des grandes villes avec les premiers projets de Frank Lloyd Wright, les Prairie Houses,
qui est complètement autre chose, on s'entend, on n'est pas du tout dans le même univers, mais on est quand même dans des bâtiments qui utilisent toutes les avancées technologiques, en fait, l'électricité, la nouvelle mécanique, et qui amènent des nouvelles façons d'organiser l'espace. Donc, autant Sullivan proclame que la forme suit la fonction, form follow function. Donc, on ne fait pas juste une façade néoclassique, puis après ça, on mettra n'importe quoi à l'intérieur. On réfléchit à ce qu'on a besoin. C'est quoi l'objectif du bâtiment? C'est quoi l'objectif du projet? Et la forme va suivre. Ben, à quelque part, Frank Lloyd Wright, il est un bon élève de Sullivan. C'est pas pour rien qu'il a travaillé pour Sullivan, parce que là, quand il se met à réfléchir à ses maisons, il est en train de réfléchir à toute la façon dont on habite une maison, de la façon dont on va vivre la maison. L'exemple de la maison, je vous ferai peut-être à la limite un lien, puis vous irez voir la vidéo, même s'il est un peu soporifique, mais du conservateur qui vous explique qu'on rentre dans la maison de Dana, puis tout a été conçu. C'est comme une pièce de théâtre. Tout est stagé, tout est réfléchi en fonction de ce que la madame veut faire comme utilisation de sa maison. Donc, c'est une nouvelle façon un peu de concevoir de l'habitation. Donc voilà, ça fait le tour un petit peu là, de l'école de Chicago.